En 1789, dans un salon parisien du faubourg Saint-Honoré, une femme de la haute bourgeoisie versa 2 morceaux de sucre dans sa tasse de café. Le geste dura moins de 3 secondes. Il était si banal, si parfaitement intégré aux usages du siècle, que personne autour de la table ne songea à se demander d'où venaient ces 2 morceaux blancs, ni ce qu'ils avaient coûté en vies humaines pour arriver jusque-là. Pourtant, ces 2 morceaux de sucre contenaient toute l'histoire de l'empire colonial français. Ils contenaient le code noir de 1685, les cales des navires nantais, les corps brisés dans les moulins de Saint-Domingue, le sang mêlé à la bagasse dans les sucreries du Cap français, la sueur de 500 000 esclaves qui, à 6 000 kilomètres de ce salon, travaillaient, souffraient et mouraient pour que la France fût riche. Le sucre a fait la France riche. Les esclaves ont fait le sucre. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est un fait comptable documenté dans les archives de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, du Cap français et conservé aujourd'hui aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence. C'est l'histoire que la France a mis plus de 2 siècles à commencer à regarder en face. Pour comprendre comment un grain de sucre devint le moteur de la plus grande machine esclavagiste de l'histoire française, il faut remonter au moment où la canne à sucre transforma les Antilles françaises. Avant la canne, les premiers colons français installés en Martinique et en Guadeloupe, à partir de 1635, cultivaient le tabac, le coton, l'indigo. Ils employaient des engagés blancs, des paysans pauvres venus de France sous contrat de 3 ans, ou qui espéraient obtenir une terre au terme de leur service. L'économie était modeste, les habitations petites, les profits limités. Puis vint la canne à sucre. Elle changea tout. La transition vers l'économie sucrière s'opéra en Martinique et en Guadeloupe entre 1665 et 1670, à l'époque où Louis XIV et Colbert décidèrent de prendre en main l'exploitation des îles antillaises. Le tabac ne rapportait pas assez. Le sucre, lui, valait de l'or. Mais la canne à sucre exigeait ce que le tabac n'exigeait pas. Des capitaux considérables et une main-d'œuvre massive, corvéable à merci, capable de supporter un travail physique dévastateur sous un soleil écrasant, 18 heures par jour pendant la récolte, 7 jours sur 7 pendant la roulaison, c'est-à-dire la période de broyage des cannes au moulin. Les engagés blancs ne suffisaient plus. Leur contrat de 3 ans prenait fin. Ils tombaient malades, ils mouraient, et surtout, ils coûtaient trop cher car il fallait les nourrir, les loger et leur donner une terre à la fin du contrat. L'effondrement du prix des esclaves dans les années 1680 régla la question. Un esclave africain acheté sur les côtes du Sénégal, du Bénin ou du Congo coûtait moins cher qu'un engagé français, et surtout, il n'avait droit à rien. Ni terre, ni contrat, ni liberté. Il était, au terme du Code noir promulgué par Louis XIV en mars 1685, un meuble, un bien mobilier, une chose que l'on pouvait acheter, vendre, échanger, léguer, saisir pour dette, exactement comme un cheval ou un tonneau de vin. Le Code noir fut signé à Versailles en mars 1685. 60 articles rédigés sous la direction de Jean-Baptiste Colbert, puis promulgués après sa mort par son fils, le marquis de Seignelay. 60 articles qui, pour la première fois dans l'histoire juridique française, codifièrent l'esclavage racial dans les colonies. L'article 44 déclarait que les esclaves étaient des meubles. L'article 38 précisait que l'esclave fugitif absent plus d'1 mois aurait les oreilles coupées et serait marqué d'une fleur de lys sur l'épaule. En cas de récidive, le jarret coupé. En cas de 3e tentative, la mort. L'article 33 stipulait que l'esclave qui aurait frappé son maître, ou la femme ou les enfants de son maître, au visage ou avec effusion de sang, serait puni de mort. Le Code noir contenait aussi des articles apparemment protecteurs. L'obligation pour le maître de nourrir et vêtir ses esclaves, l'interdiction de la torture, la possibilité d'affranchissement, mais dans la pratique coloniale, ces articles furent systématiquement ignorés. Les tribunaux coloniaux,
Les conseils supérieurs de Saint-Domingue, de la Martinique et de la Guadeloupe ne condamnèrent presque jamais un maître pour mauvais traitement. Le Code noir ne protégeait pas les esclaves. Il organisait leur exploitation avec la précision d'un texte administratif. Et c'est cette précision qui rendit possible la machine sucrière. Car la canne à sucre n'était pas une culture comme les autres. Elle exigeait un système de production intégré que les Français appelaient l'habitation-sucrerie. Le mot « habitation », dans le vocabulaire colonial français, ne désignait pas une maison. Il désignait l'ensemble de l'exploitation, les champs de canne, le moulin pour broyer les tiges, la sucrerie avec ses chaudières pour cuire le jus, la purgerie pour sécher le sucre, l'étuve pour le raffiner, les magasins pour le stocker, les cases des esclaves, la maison du maître et le bétail nécessaire pour faire tourner le moulin quand il n'y avait pas de moulin à eau. L'habitation sucrerie était une usine en plein air, un complexe agro-industriel avant la lettre, décrit en détail dès 1667 par le père Jean-Baptiste du Tertre dans son Histoire générale des Antilles habitées par les Français. La gravure de Sébastien Leclerc qui accompagnait cet ouvrage, conservé à la Bibliothèque nationale de France, montrait le moulin, les chaudières, les champs, les esclaves au travail et un contremaître blanc armé d'un bâton qui surveillait les opérations. Un siècle plus tard, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert consacra un article entier au mot « sucrerie », accompagné de planches techniques détaillées représentant la configuration idéale d'une habitation. La maison du maître y trônait en hauteur, dominant l'ensemble. Les cases des esclaves, en contrebas, étaient alignées le long d'axes rectilignes, les fameuses rues Casse-Nègre, que Patrick Chamoiseau immortalisa dans son roman éponyme 2 siècles plus tard. L'auteur de l'article de l'encyclopédie ne manquait pas de décrire les Noirs comme une espèce d'hommes extrêmement vicieuse, très rusés et d'un naturel paresseux. L'esprit des Lumières s'arrêtait aux portes de la sucrerie. La hiérarchie à l'intérieur de l'habitation était rigide et documentée. Au sommet, le maître ou l'habitant, terme colonial correct. Souvent, le maître ne vivait même pas sur place. Les grands propriétaires de Saint-Domingue résidaient à Paris, à Nantes ou à Bordeaux et confiaient la gestion de leur habitation à un gérant, appelé économe ou procureur. Sous le gérant, un ou plusieurs commandeurs, des esclaves eux-mêmes, choisis parmi les créoles, c'est-à-dire nés dans la colonie, qui supervisaient le travail des autres esclaves. Le commandeur était une figure ambiguë de la plantation. Esclave investi d'un pouvoir sur d'autres esclaves, collaborateur par contrainte, parfois par calcul de survie, parfois par intériorisation de la violence du système. Il portait un fouet, il frappait, et il était haï par ceux qu'il commandait, autant que par le maître qui le méprisait. Les esclaves de l'habitation étaient divisés en catégories documentées dans les inventaires conservés aux archives nationales d'outre-mer. Les nègres de jardin formaient la masse la plus nombreuse. C'étaient eux qui travaillaient dans les champs de canne, sous le soleil, de l'aube au coucher, et parfois la nuit pendant la roulaison, quand les cannes coupées devaient être broyées immédiatement pour ne pas perdre leur jus. D'après les recherches de Gabriel Debien, publié dans son ouvrage fondamental « Les esclaves aux Antilles françaises », paru en 1974, les nègres de jardin représentaient la catégorie la plus exposée. C'étaient surtout des bossals, des Africains récemment débarqués, qui ne parlaient pas encore le créole, qui ne comprenaient pas les ordres, qui n'avaient pas été acclimatés. Leur mortalité était effroyable. Venaient ensuite les ouvriers qualifiés de la sucrerie, les sucriers qui surveillaient les chaudières, les tonneliers, les charpentiers, les forgerons. Ceux-là étaient en général des créoles, nés sur place, formés depuis l'enfance à un métier. Leur position était relativement moins terrible, mais le travail dans la sucrerie restait dangereux. Les accidents au moulin étaient fréquents. Les esclaves perdaient des doigts, des mains, des bras entiers, happés par les rouleaux qui broyaient les cannes. Enfin, les domestiques, jardiniers, servantes, blanchisseuses, cuisiniers,
vivaient dans la maison du maître et bénéficiaient de conditions matérielles moins brutales, mais restaient soumis à l'arbitraire absolu de celui qui les possédait. Le travail dans la sucrerie était décrit par les archives comme un enfer mécanique. Le moulin, à eau, à bête ou à vent selon les ressources de l'habitation, broyait les tiges de canne pour en extraire le jus, appelé vésou. Ce jus était ensuite acheminé vers une série de chaudières de cuivre, chauffées à des températures considérables, où il était cuit, écumé, concentré, jusqu'à cristalliser en sucre brut. Les esclaves qui travaillaient aux chaudières le faisaient dans une chaleur accablante, au milieu des vapeurs brûlantes, en manipulant des louches pesantes pour transférer le liquide bouillant d'une chaudière à l'autre. Les brûlures étaient quotidiennes, les malaises aussi, et quand un esclave s'évanouissait de fatigue ou de chaleur près du moulin, les rouleaux ne s'arrêtaient pas. D'après les archives départementales du Havre, qui conservent des sources relatives aux conditions de vie des esclaves dans les colonies françaises, les 2 premières années d'un esclave en Amérique tuaient autant que la traversée de l'Atlantique elle-même. Autrement dit, après avoir survécu à l'horreur de la cale du navire négrier, un esclave africain avait à peine une chance sur 2 de survivre à ses 2 premières années sur l'habitation. Les chiffres de la mortalité, conservés dans les inventaires d'habitation aux Archives nationales d'outre-mer, sont accablants. Sur l'habitation des Sources, dans la plaine de l'Arcahaï à Saint-Domingue, qui appartenait à des élites nantaises, 70 esclaves moururent entre 1767 et 1773, soit 11 à 12 personnes par an, sur un effectif total de 151 individus. Cela représentait une mortalité annuelle de près de 8%, un chiffre colossal, qui signifiait que l'ensemble de l'atelier, c'est-à-dire de la force de travail, devait être renouvelé en une 12aine d'années. L'historien Pierre Pluchon établit que plus d'un tiers des bossals, les Africains nouvellement débarqués, mouraient dans les 3 ans suivant leur arrivée sur la plantation, et plus de la moitié dans les 8 ans. Le concours pédagogique La Flamme de l'égalité, organisé par le ministère français de l'Éducation, rapporte que l'espérance de vie des esclaves de jardin ne dépassait pas 10 ans à compter de leur arrivée sur l'habitation. 10 ans. C'est le prix qu'un corps humain payait pour que le sucre arrivât dans les salons de Paris. Cette mortalité industrielle explique pourquoi le système avait besoin d'une importation constante d'esclaves africains. Saint-Domingue ne pouvait pas se maintenir sans la traite. La population esclave ne se renouvelait pas d'elle-même. La fécondité des femmes esclaves était extraordinairement basse en raison des conditions de travail, de la malnutrition, de l'épuisement physique et du traumatisme de l'esclavage lui-même. Sur l'habitation McNamara, également dans la région de l'Arcahaï, l'indice de fécondité dépassait à peine 200, c'est-à-dire que les naissances étaient trop rares pour compenser les décès. Sur l'habitation des Sources, la mortalité infantile était si élevée que l'atelier était, selon les termes des historiens, dans une incapacité chronique à se renouveler. Le maître, confronté à cette hémorragie démographique, n'avait qu'une solution: acheter de nouveaux esclaves. Et pour acheter de nouveaux esclaves, il fallait que les navires négriers continuassent d'arriver des côtes d'Afrique. C'est ici que le sucre et la traite négrière se rencontrent, non pas comme 2 phénomènes séparés, mais comme les 2 faces d'une même machine. La canne exigeait des bras. La traite fournissait les bras. Les profits du sucre finançaient les expéditions de traite. Les expéditions de traite fournissaient les esclaves qui produisaient le sucre. Le cercle était fermé. Et au centre de ce cercle se trouvaient les ports de la façade atlantique française, Nantes. Le nom de cette ville est inscrit dans l'histoire de la traite négrière française comme aucun autre. D'après les données du Mémorial de l'abolition de l'esclavage, inauguré en 2012 sur les quais de la Fosse, à l'endroit même d'où partaient les navires, la France organisa plus de 4220 expéditions de traite atlantique entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XIXe. Plus de 43% de ces expéditions furent armées par des armateurs nantais.
En chiffres absolus, Nantes lança 1744 voyages négriers, déportant plus de 500 000 captifs africains vers les colonies d'Amérique. Principalement vers Saint-Domingue, la perle des Antilles, la destination préférée des négriers nantais. Le Havre organisa environ 450 expéditions, La Rochelle 448, Bordeaux plus de 500. Mais Nantes surpassait tous les autres ports, et de loin. Les armateurs nantais n'étaient pas des aventuriers. C'étaient des hommes d'affaires, souvent issus de grandes familles du négoce. Parfois de la noblesse bretonne désargentée, qui voyait dans le commerce négrier un moyen d'enrichissement rapide. Les archives départementales de Loire-Atlantique à Nantes conservent les comptes d'armement, les contrats d'assurance, les livres de bord de ces expéditions. On y trouve les noms des familles. Montaudoin, qui lança probablement le premier navire armé pour la traite à Nantes en 1707 avec l'Hercule. Walsh, les négociants irlandais catholiques, arrivés après le traité de Limerick, qui firent fortune dans le commerce triangulaire. Bouteiller, Groux, Michel et tant d'autres, dont les patronymes figurent aujourd'hui sur les façades des hôtels particuliers de l'île Feydeau et du quai de la Fosse. Ces hôtels furent construits avec l'argent du sucre et du sang. Les mascarons de pierre qui ornent leurs balcons, ces visages sculptés, parfois représentant des têtes de noirs, sont les vestiges architecturaux d'une richesse bâtie sur la déportation. Le mécanisme de la traite, tel qu'il apparaît dans les archives nantaises, était d'une précision commerciale glaçante. L'armateur qui finançait l'expédition ne payait souvent qu'une partie des frais. La mise hors, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses nécessaires à l'équipement du navire, était répartie en parts entre une dizaine d'investisseurs, parfois plus, mobilisés grâce aux réseaux familiaux et négociants de la ville. Des négociants parisiens ou étrangers pouvaient s'associer, mais l'essentiel du capital était nantais. L'armateur choisissait un capitaine, lequel constituait son équipage. Le navire était chargé de marchandises de traite, des textiles surtout, mais aussi des armes, de l'eau-de-vie, des corilles, des perles de verre, de la poudre à canon, des barres de métal, constituées en fonction des sites africains visés. Une analyse portant sur 1078 expéditions nantaises bien renseignées, couvrant la période de 1707 à 1793, montre que les négriers nantais abordaient surtout les régions situées au sud du delta du Niger, 47% des expéditions, et Ouida, dans l'actuel Bénin, sur ce qu'on appelait alors la côte des esclaves, avec 31% des voyages. Sur les côtes africaines, le capitaine troquait ses marchandises contre des captifs, achetés à des marchands africains, à des chefs de guerre, à des intermédiaires d'un commerce qui existait depuis des siècles en Afrique de l'Ouest, mais que la demande européenne transforma en industrie de masse. Les captifs étaient des prisonniers de guerre, des victimes de razzias, des personnes condamnées par des tribunaux coutumiers, des hommes, des femmes et des enfants arrachés à leurs familles et à leurs terres. Ils étaient embarqués dans les cales du navire négrier, entassés dans des entreponts d'1,50 m de hauteur, enchaînés les uns aux autres, hommes d'un côté, femmes et enfants de l'autre. L'aquarelle de la Marie Séraphique, un navire négrier nantais armé par Jacques-Barthélemy Gruel, conservé au musée d'histoire de Nantes dans le château des Ducs de Bretagne, représente avec une minutie terrifiante l'arrivée de 307 captifs acquis par le capitaine Gaugy à Loango. Le document, probablement réalisé à la demande de l'armateur lui-même, indique la disposition des corps dans la cale, dans l'entrepont et sur le pont. L'entassement est noté avec précision. La position de chaque captif est marquée. Les hommes sont fermement attachés ensemble. Ce document visuel, l'un des rares de ce type à avoir survécu, confirme ce que les récits rapportent. La traversée de l'Atlantique était une épreuve dont beaucoup ne revenaient pas. Sur les navires nantais du XVIIIe siècle, le taux de mortalité des esclaves pendant la traversée était estimé à 15% environ. Sur 1300 000 captifs déportés par des navires français au total, plus de 200 000 moururent en mer.
La traversée durait entre 6 semaines et 2 mois, parfois plus. Pendant ce temps, les captifs restaient dans l'obscurité de l'entrepont, nourris 1 ou 2 fois par jour d'une bouillie de farine et d'eau, sortis sur le pont quelques heures quand le temps le permettait. Les maladies, dysenterie, scorbut, fièvre, se propageaient à une vitesse effroyable dans la promiscuité de la cale. Les tentatives de suicide n'étaient pas rares. Des captifs se jetaient par-dessus bord, refusaient de manger, tentaient de s'étouffer avec leurs chaînes. Les révoltes à bord, documentées dans les journaux de bord de nombreux négriers, étaient réprimées avec une violence exemplaire. Les meneurs étaient fouettés, mutilés, parfois tués devant les autres pour dissuader toute nouvelle tentative. La traite négrière n'était pas un transport de marchandises. C'était une opération de guerre contre des êtres humains et conduite par des capitaines qui tenaient leur compte de pertes humaines avec la même sécheresse qu'ils notaient les tonneaux de vin embarqués. Et tout cela pour le sucre. Car c'est à la destination finale que la boucle se refermait. Les navires négriers arrivaient dans les ports de Saint-Domingue, au Cap Français, à Port-au-Prince, à Saint-Marc, au Cayes, et les captifs survivants étaient débarqués, lavés, huilés pour dissimuler les plaies, puis exposés sur les marchés aux esclaves. Les planteurs venaient examiner la cargaison, le mot même utilisé dans les documents d'époque. Ils palpaient les muscles, inspectaient les dents, évaluaient l'âge, la constitution, l'état de santé apparent. L'unité de mesure était la pièce d'Inde. Un homme adulte en bonne santé considéré comme l'étalon de valeur. Une femme valait moins, un enfant encore moins. Un vieillard ou un infirme était vendu en lot, à prix cassé, avec d'autres rebuts que les négriers appelaient les queues de cargaison. Une fois acheté, l'esclave était marqué au fer brûlant des initiales de son nouveau maître. Une pratique explicitement autorisée par le Code noir et conduit vers l'habitation où commençait sa vie de labeur forcé. Saint-Domingue, la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, cédée par l'Espagne à la France en 1697 par le traité de Ryswick, devint en moins d'un siècle la colonie la plus riche qu'aucune puissance européenne eût jamais possédée. Les chiffres sont documentés avec une précision remarquable, grâce au recensément effectué par Barbé de Marbois en 1788, à la veille de la Révolution. Cette année-là, la colonie comptait 793 sucreries, 3117 caféteries, 789 cotonneries, 3151 indigoteries, 54 cacaotières, 192 fabriques de tafia, 370 fours à chaud, 29 poteries, 36 briqueteries, sans compter les moulins, 520 à eau et 1639 à bête. L'ensemble formait un capital estimé entre 2 et 3 milliards de francs de l'époque. En 1789, la production sucrière de Saint-Domingue atteignit le chiffre record de 86 000 tonnes, soit les 2/3 du sucre produit dans l'ensemble des îles françaises. La colonie fournissait environ 40% du sucre et 60% du café consommé en Europe. Elle produisait à elle seule plus de sucre et de café que toutes les colonies britanniques des Antilles réunies. En 1789, les exportations de Saint-Domingue s'élevaient à environ 161 millions de francs, auxquels s'ajoutaient environ 17 millions de francs de commerce illicite. La contrebande avec les ports américains et hollandais que le système de l'exclusif colonial ne parvenait pas à réprimer. L'exclusif ou pacte colonial était le cadre mercantiliste dans lequel fonctionnait cette économie. Il interdisait aux colonies de commercer avec d'autres pays que la France. Tout le sucre, tout le café, tout le coton de Saint-Domingue devait être expédié vers les ports français, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, Marseille, où ils étaient redistribués en Europe. En retour, les colonies ne pouvaient acheter que des produits français. Ce système enrichissait les négociants métropolitains au détriment des planteurs coloniaux, qui se plaignaient des prix imposés et contournaient l'exclusif par la contrebande. Mais il transformait aussi les ports de la façade atlantique en villes d'une opulence spectaculaire. Le sucre était de loin le poste le plus important des importations nantaises.
D'après les archives commerciales conservées à Nantes, en 1786, le sucre brut représentait 22 605 000 livres, soit 60,8% de la valeur totale des marchandises importées par le port. Ce sucre arrivait sous forme brute, le sucre roux, destiné au marché national, et était parfois raffiné sur place dans des sucreries métropolitaines avant d'être revendu dans toute l'Europe. Le commerce colonial généra un essor considérable du commerce maritime intérieur et international. Le tonnage des navires nantais à destination des ports étrangers passa de 8 352 tonneaux en 1702 à 30 428 en 1772, une multiplication par près de 4 en 70 ans. Toute cette activité, directement issue du commerce triangulaire, alimentait les capitaux des grandes familles d'armateurs qui investissaient dans le foncier, dans l'immobilier. Les hôtels particuliers de l'île Feydeau en sont la preuve de pierre, et dans l'industrie naissante. Bordeaux, de son côté, tirait sa prospérité d'une source légèrement différente, mais tout aussi liée à l'esclavage. Bordeaux n'était pas le premier port négrier de France, cette place revenait à Nantes. Mais Bordeaux était, au milieu du XVIIIe siècle, la première place française pour le commerce des denrées coloniales. Les navires bordelais naviguaient en droiture, c'est-à-dire directement, vers Saint-Domingue, chargés de textiles produits dans l'arrière-pays aquitain, notamment dans les régions de Mazamet et de Montauban, et revenaient chargés de sucre. D'après les données du musée d'Aquitaine, qui consacre depuis 2009 4 salles permanentes à cette histoire, la richesse de Bordeaux reposait avant tout sur les profits tirés du système esclavagiste. Les denrées coloniales, sucre, café, coton, indigo, cacao, produites par des personnes mises en esclavage dans les habitations, étaient importées à Bordeaux, consommées sur place ou redistribuées sur l'ensemble du continent européen. Le port contrôla jusqu'à 40% du grand commerce français dans la seconde moitié du siècle. La place de la Bourse, dessinée par l'architecte Gabriel sous Louis XV, symbole du Bordeaux prospère et élégant que les touristes admirent aujourd'hui, fut construite pendant les décennies les plus intenses du commerce colonial. Les intendants royaux Claude Boucher et Louis Urbain de Tourny transformèrent la ville médiévale en cité néoclassique, avec de larges avenues, des allées plantées d'arbres, un grand théâtre. La population de Bordeaux doubla au cours du siècle, passant de 45 000 à 110 000 habitants. Cette métamorphose urbaine, admirée, louée, classée au patrimoine mondial de l'humanité, fut financée par le sucre. Et le sucre fut fait par les esclaves. L'historien Éric Sauguera, cité par le Mémorial de Nantes, résuma l'idéologie qui sous-tendait ce système en une phrase que les armateurs nantais firent leur propre. Les colonies sont indispensables à la richesse nationale. Les Noirs sont indispensables aux colonies. Ce syllogisme, d'une brutalité logique imparable, fut la doctrine officielle de la monarchie française pendant plus d'un siècle. La traite était légale. L'esclavage était légal. Le code noir les codifiait. L'exclusif les encadrait. Les compagnies de commerce, la Compagnie du Sénégal, la Compagnie de Guinée relancée par Louis XIV en 1701, la Compagnie des Indes, les organisaient. L'État lui-même y participait. Louis XIV figurait parmi les actionnaires de la Compagnie de Guinée, dont la mission était de livrer au moins 1000 esclaves par an aux colonies, chiffre bientôt porté à 3000. La France ne faisait pas que tolérer l'esclavage. Elle l'encourageait, le finançait, le planifiait et en tirait des revenus considérables. Des estimations rapportées par des économistes suggèrent que dans les années 1750, Saint-Domingue fournissait à elle seule jusqu'à 50% du produit national brut de la France. Mais pour que cette machine fonctionnât, il fallait des corps par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Entre 1700 et 1790, plus de 800 000 esclaves africains furent importés à Saint-Domingue. 800 000 êtres humains arrachés à l'Afrique pour être broyés dans les sucreries de la perle des Antilles.
Ce chiffre est d'autant plus vertigineux que la population esclave de l'île ne dépassait pas 500 000 personnes à la veille de la Révolution. Cela signifie que 300 000 d'entre eux, au minimum, étaient morts sur l'île, remplacés par de nouveaux arrivants, eux-mêmes voués à mourir et à être remplacés à leur tour. Le système ne se reproduisait pas. Il consommait des vies et en redemandait. Dans les sucreries du nord de Saint-Domingue, la plaine du Nord, autour du Cap Français, la région la plus fertile et la plus productive de la colonie, les habitations comptaient en moyenne 200 esclaves. Les plus grandes pouvaient en avoir 500, voire davantage. Les 3 sucreries appartenant au marquis de Gallifet, la Grande Place, la Desplantes et la Gossette, comptaient 858 esclaves au 1er janvier 1774 et 798 au 1er janvier 1791. D'après Gabriel Debiens, 13 à 18% de la population des plantations était en permanence infirme ou invalide, mutilée par les accidents du moulin, épuisée par le travail, rongée par les maladies tropicales que les descriptions de l'époque peinent à identifier avec la nosographie moderne. Les fièvres, les flux de ventre, les affections pulmonaires, les infections cutanées, les blessures infectées faute de soins, les épuisements nerveux, tout cela formait un paysage sanitaire décrit par les historiens comme celui d'un camp de travail. Le capital investi dans l'achat des esclaves représentait entre 35 et 60% du total investi dans une habitation sucrerie. Autrement dit, le bien le plus précieux d'un planteur n'était pas sa terre, ni ses chaudières, ni son moulin, c'étaient ses esclaves, et ce bien se dépréciait à une vitesse effrayante. Un esclave bossal, acheté à prix fort au marché du Cap Français, pouvait mourir dans l'année. L'investissement était perdu. Il fallait racheter, et pour racheter, il fallait que le sucre se vendît bien en Europe, que les cours fussent favorables, que l'armateur de Nantes ou de Bordeaux eût un navire disponible pour une nouvelle expédition de traite. La boucle du sucre et du sang ne s'arrêtait jamais. L'habitation Bréda, dans la plaine du nord de Saint-Domingue, mérite une mention particulière. C'est sur cette habitation que naquit, vers 1743, un esclave qui allait porter le nom de Toussaint, plus tard connu sous le nom de Toussaint l'Ouverture. L'habitation Bréda appartenait à une famille d'origine nantaise. Toussaint y vécut comme esclave pendant près de 50 ans, d'abord comme cocher puis comme commandeur, avant d'être affranchi. C'est depuis cette habitation sucrerie, depuis ce monde de cannes, de moulins, de bagasses et de fouets, que Toussaint observa le système, en comprit les rouages, et prépara, sans que personne ne le soupçonnât, la révolution qui allait le détruire. Mais cela viendrait plus tard. En 1789, l'habitation Bréda produisait du sucre, comme les 792 autres sucreries de la colonie. Et les esclaves de Bréda mouraient, comme les esclaves de toutes les autres habitations. Car ce que les archives révèlent avec une insistance monotone, c'est que la mort était la norme. Pas l'exception, sur la sucrerie Galbaud du Fort, étudiée par Gabriel Debiens dans une monographie publiée en 1967, la majorité des esclaves achetés mouraient dans les 8 années suivant leur arrivée. Sur la sucrerie Marais, dans la plaine de Léogane, qui appartenait elle aussi à des élites nantaises et angevines, les registres montrent un schéma similaire, achat ponctuel de 5 ou 6 captifs africains par an, mort régulière, remplacement perpétuel. La politique d'achat fractionné n'était guère plus prudente, en termes démographiques, qu'un achat massif d'un lot d'esclaves. Les résultats étaient les mêmes. La sucrerie consommait des vies humaines comme le moulin consommait des cannes. La production sucrière de Saint-Domingue connut une croissance extraordinaire tout au long du XVIIIe siècle. En 1700, l'île ne comptait qu'entre 18 et 30 sucreries et produisait environ 3000 tonnes de sucre par an, avec 30 000 esclaves. En 1720, la production atteignait déjà 10 000 tonnes, faisant de Saint-Domingue le premier producteur mondial de sucre devant la Jamaïque britannique. Le nombre d'esclaves passa de 30 000 en 1700 à 100 000 en 1726, puis à 600 000 en 1776.
Les exportations de sucre brut explosèrent. 14 millions de livres en poids en 1714, 21 millions en 1720, 73 millions en 1767, 93 millions en 1788. Pour le sucre blanc, plus raffiné et plus cher, la production passa d'1,4 million livres en 1720 à 51,5 millions en 1767 et 70 millions en 1788. Le nombre de sucreries lui-même suivit cette courbe ascendante. 592 en 1754, 793 en 1789, 341 produisant du sucre brut et 452 du sucre blanc. Ces chiffres, consignés dans les recensements coloniaux et compilés par les historiens, ne sont pas abstraits. Chaque tonne de sucre supplémentaire signifiait davantage de champs défrichés, davantage de cannes plantées, davantage de bras pour les couper, davantage de corps devant les chaudières. Chaque sucrerie nouvelle signifiait 200 esclaves de plus, condamnés à une espérance de vie de 10 ans. La croissance économique de Saint-Domingue était proportionnelle à la destruction humaine qu'elle exigeait. Et cette destruction était si massive, si systématique, si parfaitement intégrée au fonctionnement de la colonie qu'elle n'apparaissait même plus comme une anomalie. Elle était le système. À la veille de la Révolution française, un Français sur 8 vivait directement ou indirectement de Saint-Domingue. 150 navires, jaugeant 220 000 tonneaux, relâchaient annuellement dans les ports de l'île. 750 gros vaisseaux montés par 80 000 marins assuraient la liaison entre la colonie et les ports métropolitains de Bordeaux, Nantes, Le Havre, Marseille, La Rochelle, Dunkerque, Saint-Malo, Bayonne et Honfleur. Les exportations de Saint-Domingue représentaient un tiers du commerce extérieur français et dépassaient celles des États-Unis d'Amérique. Près des 2 tiers des investissements étrangers de la France étaient concentrés dans cette seule colonie. La fortune des grands négociants de Nantes et de Bordeaux, dont le nombre passa de quelques dizaines au début du siècle à près de 450 dans chaque ville à la veille de la Révolution, avec plus de 10 millionnaires à Nantes, à une époque où un immeuble parisien ne valait que 50 000 livres, reposait sur ce commerce. Et au cœur de ce commerce, toujours le sucre. Et derrière le sucre, toujours les esclaves. Il est facile, avec la distance des siècles, de considérer ces chiffres comme des abstractions. Mais les archives ne permettent pas cette facilité. Car les archives contiennent des noms. Pas beaucoup de noms d'esclaves. Les esclaves étaient rarement identifiés par autre chose qu'un prénom imposé par le maître, souvent un prénom français ironique, César, Scipion, Vénus, Télémaque, Jupiter, comme si réduire un être humain en esclavage ne suffisait pas et qu'il fallut encore lui infliger la dérision d'un nom de héros antiques. Les sobrenoms, eux, étaient presque inexistants dans les registres antérieurs à 1848. Le silence des archives sur l'identité des esclaves est lui-même un fait historique. Ces hommes et ces femmes furent non seulement privés de leur liberté, de leur famille, de leur langue et de leur terre, mais aussi de leur nom. Les annonces de Maron, les esclaves fugitifs, publiées dans les affiches américaines, le journal colonial de Saint-Domingue, offrent cependant des bribes de visage. Ces annonces, conservées dans les collections de la Bibliothèque nationale de France sur Gallica, décrivaient les fugitifs avec une précision de marchands d'esclaves. Taille, âge estimé, marques au fer, cicatrices, vêtements portés au moment de la fuite, langue parlée, ethnie supposée. Elle nommait le maître, l'habitation d'où l'esclave s'était enfui, la paroisse, la date. Chaque annonce est un portrait involontaire. Involontaire parce que le but n'était pas de documenter une vie humaine, mais de récupérer un bien en fuite. Et pourtant, à travers ces lignes sèches et utilitaires, on entrevoit des êtres réels qui, refusant leurs conditions, prirent le risque de la fuite, sachant que s'ils étaient repris, le code noir les condamnait à la mutilation ou à la mort. Le marronnage, grand marronnage quand la fuite était définitive,
Petit marronnage, quand elle était temporaire, était la forme la plus courante de résistance dans les colonies françaises. Les mornes de Saint-Domingue, les hauteurs boisées de la Martinique et de la Guadeloupe, les forêts de la Guyane abritaient des communautés de marrons qui vivaient en marge du système, cultivant leurs propres lopins, chassant, attaquant parfois les habitations isolées. Dans le Maroni, en Guyane, les communautés marronnes des Bonis et des Aloukou s'organisèrent en sociétés autonomes qui existent encore aujourd'hui. La maréchaussée, la police coloniale, était spécifiquement chargée de traquer les marrons avec des primes pour leur capture. Mais les fuites ne cessèrent jamais. Tant que la sucrerie tourna, des hommes et des femmes tentèrent de lui échapper. Il y eut aussi des résistances plus spectaculaires. François Macandal, un esclave originaire de la région du Lemba, dans le Congo actuel, organisa pendant 6 ans, entre 1751 et 1757, un réseau d'empoisonnement qui terrorisa les habitations du nord de Saint-Domingue. Macandal, décrit par les sources comme un homme borgne, manchot, il avait perdu une main dans un moulin à canne et d'une intelligence redoutée, utilisa sa connaissance des plantes pour fabriquer des poisons qu'il distribuait aux esclaves des habitations. Des maîtres moururent, du bétail mourut, la psychose s'empara des colons blancs. Le Conseil supérieur du Cap français lança une chasse à l'homme. Macandal fut arrêté en janvier 1758 et condamné à être brûlé vif sur la place publique du Cap français le 20 janvier 1758. Le procès-verbal de son exécution est conservé dans les archives. Selon la tradition orale haïtienne, rapportée par plusieurs historiens, au moment où les flammes l'enveloppèrent, Macandal se serait libéré de ses liens et aurait tenté de s'échapper. La foule aurait crié qu'il s'était transformé en moustique, qu'il s'était envolé, qu'il reviendrait. La tradition dit que Macandal ne mourut jamais. Les archives disent qu'il fut rattaché au poteau et que le feu finit par le consumer. Mais la légende, elle, traversa les décennies. Et 33 ans plus tard, dans la nuit du 14 août 1791, quand Duty Boukman leva les bras au ciel dans la clairière de Bois-Caïman pour lancer l'insurrection des esclaves du nord de Saint-Domingue, le souvenir de Macandal n'était pas mort. Mais Bois-Caïman et la révolution haïtienne appartiennent à un autre chapitre de cette histoire. Ce qui nous occupe ici, c'est le système qui rendit cette révolution inévitable. Un système où le sucre était roi, où le corps esclavisé était le combustible de la prospérité française, et où la France des Lumières, la France de Voltaire, de Montesquieu, de l'Encyclopédie, la France qui déclarait en 1789 que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, maintenait à 6000 kilomètres de Paris un demi-million d'êtres humains dans un état de servitude que le Code noir lui-même avait codifié comme un régime de choses. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789, proclamait dans son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais cette universalité avait une limite géographique, que l'Assemblée constituante prit soin de préciser. Ce principe ne s'appliquait qu'en métropole, là où il n'y avait pas d'esclaves. La question coloniale, soulevée avec une précaution extrême par la Société des Amis des Noirs, fondée à Paris en 1788 par Condorcet, Brissot et l'abbé Grégoire, fut systématiquement esquivée. Les députés des ports, ceux de Nantes, de Bordeaux, de La Rochelle, qui représentaient les intérêts du négoce colonial, s'opposèrent avec une violence farouche à toute remise en cause de l'esclavage. Le lobby colonial était puissant, richissime et parfaitement intégré aux structures politiques de la monarchie, puis de la Révolution. Le sucre pesait trop lourd dans la balance commerciale française pour que la France des droits de l'homme se permît de libérer ceux qui le produisaient. La contradiction est documentée avec une netteté qui ne laisse aucune place au doute. En 1789, au moment même où les Parisiens prenaient la Bastille, Saint-Domingue fournissait un tiers des exportations françaises. Le sucre entrait dans les caisses de l'État. Le café remplissait les tasses de ceux qui rédigeaient les cahiers de doléances.
le coton habillait les révolutionnaires. Et les 500 000 esclaves qui produisaient tout cela n'existaient pas dans le texte de la Déclaration, sinon par leur absence. La France abolitionniste que les manuels scolaires français célébrèrent pendant des décennies, la France de Victor Schœlcher et du décret du 27 avril 1848 ne fut abolitionniste qu'après y avoir été contrainte. Par qui? Par les esclaves eux-mêmes. C'est dans les sucreries de la plaine du Nord que l'insurrection commença, dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Les esclaves des habitations incendièrent les champs de canne, détruisirent les moulins, brisèrent les chaudières, massacrèrent les maîtres et les gérants. En quelques jours, la plaine du Nord, le cœur de la production sucrière de Saint-Domingue, la source principale de la richesse française, n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. L'incendie des sucreries ne fut pas un acte aveugle. Il fut un acte de guerre contre le système même qui avait réduit ces hommes et ces femmes en meubles. Brûler la canne, c'était frapper la France au portefeuille. C'était détruire l'instrument de la servitude. C'était littéralement mettre le feu à l'argent. La révolution haïtienne, qui dura de 1791 à 1804, ne peut être comprise sans l'économie sucrière qui l'a précédée. C'est parce que Saint-Domingue était la colonie la plus riche du monde, parce que le système y avait atteint un degré d'exploitation sans précédent, parce que la mortalité y était si massive que la colonie ne pouvait survivre sans importation perpétuelle de captifs africains, que la révolte, quand elle vint, fut d'une violence proportionnelle à celle du système qu'elle renversait. Toussaint Louverture, l'ancien esclave de l'habitation Bréda, devint le chef de cette révolution. Il vainquit les armées françaises, espagnoles et britanniques entre 1791 et 1801. Il rédigea une constitution pour Saint-Domingue en 1801, se proclama gouverneur à vie et tenta de relancer la production sucrière, car Toussaint savait que sans le sucre, l'île ne pourrait survivre économiquement. Mais il voulait que le sucre fût produit par des travailleurs libres, rémunérés, et non plus par des esclaves. Le paradoxe de Toussaint fut de vouloir sauver l'économie de plantation tout en abolissant l'esclavage qui la faisait fonctionner. Napoléon Bonaparte ne lui en laissa pas le temps. Le 20 mai 1802, le premier consul promulgua la loi qui rétablissait l'esclavage dans les colonies françaises. Cette loi annulait le décret du 16 Pluviose an II, le 4 février 1794, par lequel la Convention avait aboli l'esclavage pour la première fois. La première abolition, souvent oubliée dans les manuels français qui préfèrent la date de 1848, n'avait pas été un geste de générosité de l'Assemblée parisienne. Elle avait été arrachée par la pression des esclaves insurgés de Saint-Domingue, qui avaient déjà conquis leur liberté les armes à la main. La Convention n'avait fait que reconnaître un fait accompli, et Napoléon, 8 ans plus tard, tenta de défaire ce fait accompli en envoyant une armée de 30 000 hommes sous le commandement de son beau-frère, le général Leclerc, pour reprendre Saint-Domingue et y rétablir l'esclavage. Toussaint Louverture fut capturé par traîtrise en juin 1802, embarqué sur un navire de guerre et déporté en France. Il fut enfermé au fort de Joux, dans les montagnes du Jura, à 1000 mètres d'altitude, dans un froid glacial que cet homme des tropiques n'avait jamais connu. Dans ses mémoires, rédigés dans cette cellule entre 1802 et 1803, Toussaint écrivit qu'il avait été traité avec une injustice criante, que la France lui devait sa reconnaissance pour avoir sauvé la colonie de l'anarchie et de l'invasion étrangère. Il mourut le 7 avril 1803, probablement de pneumonie et de faim, dans cette forteresse des Alpes françaises. L'homme qui avait dirigé la colonie la plus riche du monde mourut seul, dans le froid, sans procès, sans jugement, sans que la France reconnût jamais ce qu'elle lui devait. Mais la mort de Toussaint ne tua pas la Révolution. Jean-Jacques Dessalines, son successeur, écrasa les troupes françaises à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Le 1er janvier 1804, il proclama l'indépendance de la nouvelle nation et lui donna le nom qu'elle portait avant les Européens, Haïti. C'était la première république noire de l'histoire de l'humanité.
C'était la seule révolte d'esclaves ayant jamais abouti à la création d'un État indépendant. Et c'était, pour la France, la perte de la colonie la plus rentable qu'elle eût jamais possédée. La machine sucrière de Saint-Domingue, celle qui avait enrichi Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, celle qui avait construit les hôtels particuliers, les places royales, les théâtres, les quais, s'arrêta. Net. La France n'accepta jamais cette perte. En 1825, le roi Charles Trundis envoya une flotte de guerre devant Port-au-Prince et imposa au président haïtien Jean-Pierre Boyer une indemnité de 150 millions de francs, or réduite à 90 millions en 1838, en échange de la reconnaissance diplomatique de l'indépendance haïtienne. Cette somme correspondait à environ 10% de la valeur estimée de toutes les habitations de Saint-Domingue en 1789. Autrement dit, la France exigea que les anciens esclaves payassent leurs anciens maîtres pour le crime d'avoir cessé d'être esclaves. Haïti s'endetta pour payer cette somme. Elle emprunta aux banques françaises, puis à la Citibank de New York, qui refinança la dette. Les paiements se poursuivirent jusqu'en 1947. L'investigation publiée par le New York Times en 2022, dans la série intitulée The Ransom, estima que cette dette avait coûté à Haïti l'équivalent de 21 milliards de dollars en valeur actuelle, et qu'elle constituait l'une des causes structurelles de la pauvreté haïtienne contemporaine. Pendant ce temps, dans les autres colonies françaises, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'île Bourbon, rebaptisée la Réunion, l'esclavage ne fut pas aboli par la Révolution haïtienne. Au contraire, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802 s'appliqua avec une brutalité particulière en Guadeloupe, où l'esclavage avait été effectivement aboli après le décret de 1794 et où les anciens esclaves avaient vécu libres pendant 8 ans. Le général Richepense, envoyé par Napoléon pour rétablir l'ordre esclavagiste, se heurta à la résistance armée de Louis Delgray, un officier de couleur, et de Joseph Ignace. Le 10 mai 1802, Delgray publia une proclamation qui reste l'un des textes les plus poignants de l'histoire de la résistance à l'esclavage. À l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Le 28 mai 1802, acculé avec 300 de ses compagnons dans l'habitation d'Anglemont, sur les hauteurs de Matouba, Delgray fit sauter les réserves de poudre. Tous périrent. Ils choisirent la mort plutôt que le retour à l'esclavage. 6 mois plus tard, le 29 novembre 1802, une femme connue sous le seul prénom de Solitude, car les esclaves n'avaient pas de nom de famille, fut pendue à Basse-Terre. Elle avait combattu aux côtés de Delgray. Elle était enceinte au moment de sa capture. Les autorités attendirent qu'elle accouchât avant de l'exécuter. Le lendemain de la naissance de son enfant, elle monta sur l'échafaud. L'enfant fut immédiatement déclaré esclave. Ces faits, Matouba, Solitude, Delgray, sont documentés. Ils ne sont presque jamais enseignés dans les manuels scolaires français. L'histoire que la France a longtemps préféré raconter est celle de Victor Schœlcher, le député alsacien qui, en tant que sous-secrétaire d'État à la Marine dans le gouvernement provisoire de 1848, rédigea le décret d'abolition du 27 avril 1848. Schœlcher est une figure respectable. Ses écrits, de l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale, publiés en 1833, des colonies françaises en 1842, abolition de l'esclavage en 1840, documentent avec une honnêteté rare pour l'époque les conditions de vie des esclaves dans les colonies. Mais l'histoire que la France raconte à travers Schœlcher est celle d'une abolition donnée par la métropole, un acte de générosité républicaine, un geste des Lumières triomphantes. La réalité documentée est différente. Les esclaves de Martinique ne pouvaient pas attendre le décret de Paris. Le 22 mai 1848 à Saint-Pierre, la plus grande ville de l'île, les esclaves se soulevèrent. Des habitations furent incendiées. Le gouverneur Rostoland,
pris de panique, décréta l'abolition immédiate le 23 mai, 4 jours avant que le décret officiel de Schœlcher n'arrivât de Paris. L'abolition à la Martinique ne fut pas donnée. Elle fut prise. En mai 2020, à Fort-de-France, la capitale de la Martinique, des manifestants renversèrent 2 statues de Victor Schœlcher. Le geste provoqua une onde de choc en France métropolitaine. Comment pouvait-on renverser la statue de l'homme qui avait aboli l'esclavage? Mais les manifestants n'attaquaient pas l'abolition. Ils attaquaient le récit. Le récit qui fait de l'abolition un cadeau blanc à des esclaves passifs, alors que les esclaves eux-mêmes, de Bois-Caïman en 1791 à Saint-Pierre en 1848, avaient conquis leur liberté par la révolte, par la fuite, par le sacrifice, par le sang. Le récit qui célèbre Schœlcher et oublie Delgray, Solitude, Ignace, Boukman, Toussaint, Dessalines et les centaines de milliers d'esclaves anonymes dont les corps furent brûlés dans les sucreries de Saint-Domingue, de Martinique et de Guadeloupe pour que la France fût riche. La question du sucre ne s'arrêta pas avec l'abolition de 1848. Le système de l'habitation, transformé mais pas détruit, survécut sous d'autres formes. Les anciens esclaves, libérés sans terre et sans capital, se retrouvèrent souvent à travailler sur les mêmes habitations, pour les mêmes maîtres, ou leurs héritiers, désormais comme travailleurs libres, mais contraints par la misère à accepter des salaires dérisoires. Dans les jours qui suivirent l'abolition, les officiers d'état civil des colonies attribuèrent des noms de famille aux anciens esclaves qui n'en avaient jamais eu. Ce processus bureaucratique, documenté dans les registres d'état civil conservés aux archives départementales de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, fut parfois mené avec une inventivité ironique, parfois avec une cruauté délibérée. Certains fonctionnaires donnèrent aux affranchis des noms de fleurs, d'animaux, de lieux. D'autres leur attribuèrent des patronymes ridicules ou humiliants. Beaucoup de familles antillaises portent encore aujourd'hui ces noms de 1848, marqueurs involontaires de la violence de l'émancipation elle-même. Dans la métropole, le souvenir de l'économie sucrière esclavagiste fut activement refoulé. Nantes, premier port négrier de France, ne commença à regarder son passé en face que dans les années 1980. En juillet 1985, pour le 300e anniversaire du Code noir, des universitaires organisèrent un colloque international intitulé « De la traite à l'esclavage ». La municipalité refusa de financer l'événement. Il fallut que des associations liées à la communauté antillaise de Nantes, regroupées sous le nom de Nantes 1985, prissent l'initiative de lancer des programmes de recherche et des événements commémoratifs. Michel Cocotier, président de l'association Mémoire de l'Outre-mer, se souvint que beaucoup de gens ne voulaient pas que l'on parle de ça, car ils pensaient que ce n'était pas très glorieux de présenter la ville de Nantes comme le premier port négrier français. Il fallut encore 27 ans pour que Nantes inaugurât un mémorial digne de cette histoire. Le mémorial de l'abolition de l'esclavage, implanté en bord de Loire, quai de la Fosse, fut ouvert au public en 2012. L'emplacement n'est pas anodin. C'est du quai de la Fosse que partaient des navires négriers. Le visiteur descend un vaste escalier à ciel ouvert, comme s'il entrait dans la cale d'un navire. Les murs en bois rappellent les soutes où s'entassaient les captifs enchaînés. Le parcours souterrain, conçu pour la méditation, mène à une immense plaque de verre inclinée à 45 degrés et longue de 90 mètres, où se succèdent des témoignages, des textes fondamentaux de l'abolition, des paroles de Toussaint Louverture. À l'extérieur, le long de l'esplanade, entre le pont Anne de Bretagne et la passerelle Victor Schœlcher, près de 2000 plaques disséminées au sol rappellent le nom de chaque navire négrier nantais, les dates de ses expéditions, les ports d'escale et de vente. 2000 plaques pour 1744 expéditions. 2000 plaques pour 500 000 vies déportées. À Bordeaux, le processus fut plus lent encore. Pendant longtemps, la ville préféra célébrer son patrimoine architectural du XVIIIe siècle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sans mentionner l'origine de la richesse qui l'avait fait naître.
En 2001, un buste de Toussaint Louverture fut installé dans le quartier de la Bastide. En 2006, une plaque commémorative plus visible fut dévoilée sur le quai des Chartrons, établissant enfin un lien officiel entre Bordeaux et la traite négrière. Mais c'est seulement en mai 2009 que le musée d'Aquitaine ouvrit 4 nouvelles salles permanentes consacrées à l'histoire du commerce colonial, de la traite et de l'esclavage. L'exposition porte un titre sans ambiguïté. Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l'esclavage. Elle montre les factures des armateurs, les plans des navires, les contrats d'achat d'esclaves, les inventaires des habitations et un texte d'époque dans lequel un administrateur colonial déclare sans phare que le travail des nègres fournit à la France le sucre, le café, le cacao, l'indigo, le coton et autres denrées qui enrichissent continuellement le royaume. La loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira, du nom de Christiane Taubira, députée de Guyane, reconnut officiellement la traite négrière, transatlantique et l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'était la première fois qu'un État européen posait un acte juridique de cette nature. La loi institua également un comité pour la mémoire de l'esclavage qui recommanda en 2005 de fixer au 10 mai la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Date choisie en référence à la proclamation de Louis Delgrès du 10 mai 1802. Cette journée est commémorée chaque année depuis 2006. Mais la loi Taubira ne prévoyait pas de réparation. Elle reconnaissait le crime, mais n'en tirait aucune conséquence financière. La question des réparations est portée depuis 2013 par la communauté caribéenne, la CARICOM, qui adressa un ensemble de demandes formelles à la France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Reste sans réponse officielle de la part de l'État français. En mars 2026, l'Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution proclamant la traite des esclaves africains comme le crime le plus grave contre l'humanité et appelant les États à s'engager dans un processus de justice réparatrice. La France, comme les autres pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni, s'abstint. En avril 2026, sur l'île de Nantes, face à l'ancien port d'où partirent les navires négriers, un mât de 18 mètres de haut fut inauguré. Sur son socle de béton, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce mât, baptisé le mât de la fraternité, fut le fruit d'une collaboration entre Dieudonné Boutrin, descendant d'esclaves martiniquais, et Pierre Guillon de Princé, descendant d'armateurs négriers nantais. 2 hommes que tout séparait, le sang, l'histoire, la mémoire, décidèrent de s'unir pour proposer ensemble des visites guidées sur les traces du passé négrier de Nantes. Boutrin expliqua « C'est un symbole de lutte pour les droits humains et de lutte contre le racisme. On veut rassembler les gens avec notre histoire croisée. » Liverpool, Boston, Marseille, la Jamaïque et plus de 70 pays ont déjà manifesté leur intérêt pour ériger leur propre mât de la fraternité. Ce geste de réconciliation ne doit pas masquer ce qui reste inaccompli. La dette haïtienne de 1825 n'a jamais été remboursée par la France. Les descendants des esclaves des Dom-Tom, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, vivent encore, pour beaucoup, dans une précarité économique et sociale qui n'est pas sans rapport avec l'histoire de l'habitation. Les noms des armateurs nantais et bordelais figurent encore sur les façades de rues, de places, de bâtiments publics, quand les noms des esclaves qu'ils déportèrent n'apparaissent nulle part, sinon dans les colonnes des inventaires d'habitation conservés à Aix-en-Provence. Le Memorial Act, Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, inauguré à Pointe-à-Pitre en mai 2015, tente de combler ce vide mémoriel. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage, créée à Paris en 2019, s'efforce de maintenir vivante une mémoire que la République a longtemps préféré ne pas voir. L'archéologie, elle aussi, fait remonter les preuves. En Guadeloupe, les fouilles menées par l'INRAP et par des équipes universitaires sur des sites d'habitation sucreries
ont mis au jour des vestiges de villages d'esclaves, des poteries, des objets du quotidien, des sépultures. À Anse-Bertrand, un cimetière d'esclaves a été découvert, révélant des squelettes portant les traces d'un labeur destructeur. Arthrose précoce, déformations osseuses, fractures mal consolidées, usure dentaire excessive. Les corps racontent ce que les archives taisent. Ils confirment, dans la matérialité de l'os, ce que les chiffres de mortalité suggèrent, que l'habitation sucrerie était un lieu de destruction physique systématique, où les corps humains étaient consommés aussi sûrement que les cannes dans le moulin. Dans les Antilles françaises, on n'a retrouvé aucun récit rédigé par un esclave ou une personne de couleur libre. Et contrairement aux colonies anglophones, où des autobiographies comme celle d'Olaudah Equiano ou de Frederick Douglass ont préservé des voix directes. Ce silence littéraire n'est pas un hasard. Il est le produit du système lui-même. Le Code noir interdisait de facto l'alphabétisation des esclaves et l'absence de tradition écrite dans les communautés serviles des Antilles françaises reflète la brutalité d'un régime qui ne voulait pas que ses victimes puissent témoigner. Les voix qui survécurent, celle de Toussaint dans ses mémoires du Fort de Joux, celle de Delgrès dans sa proclamation du 10 mai 1802, celle du baron de Vastet dans le système colonial dévoilé publié en 1814. Premier texte anticolonialiste écrit par un noir caribéen, n'en sont que plus précieuses. Le baron de Vastet, né Pompée Valentin Vastet en 1781 à Saint-Domingue, fils d'un colon blanc et d'une femme noire, devint l'un des intellectuels les plus importants du jeune État haïtien. Dans le système colonial dévoilé, publié au Cap-Haïtien en 1814, il décrivit en détail les atrocités de l'esclavage sur les habitations de Saint-Domingue, avec une précision qui s'appuyait sur sa connaissance directe du système. Il nomma les maîtres, il décrivit les tortures, il documenta les assassinats d'esclaves restés impunis. Son texte est l'une des premières dénonciations systématiques du colonialisme écrite par une voix noire caribéenne. Il est aussi l'un des témoignages les plus accablants sur ce que le sucre coûtait en vies humaines. Aujourd'hui, à Nantes, les promeneurs qui arpentent le quai de la Fosse marchent sur les 2000 plaques du mémorial, sans toujours savoir ce qu'elles représentent. Les touristes qui admirent la place de la Bourse à Bordeaux photographient une façade néoclassique sans savoir que les négociants qui la firent construire s'enrichirent en vendant le sucre produit par des esclaves. Les écoliers français qui étudient le XVIIIe siècle apprennent Voltaire et Rousseau, l'encyclopédie et la Révolution, sans que le lien soit toujours établi entre les Lumières et les sucreries, entre la philosophie des droits naturels et le Code noir, entre la prospérité de la France et les corps de 500 000 esclaves travaillant à mort sous le soleil des Antilles. Ce lien est pourtant le cœur de l'histoire, car le sucre n'était pas un commerce parmi d'autres. Il était le fondement économique de la France du XVIIIe siècle. Sans lui, pas de commerce colonial. Sans le commerce colonial, pas d'enrichissement des ports atlantiques. Sans les ports atlantiques, pas de bourgeoisie marchande. Sans la bourgeoisie marchande, pas de révolution de 1789. L'historienne Caroline Houdin-Bastide, dans Travail, capitalisme et société esclavagiste, publié en 2005, montra que le capitalisme français s'était développé en lien direct avec l'économie de plantation esclavagiste. Le sucre ne finança pas seulement des hôtels particuliers, il finança la modernité française. Et cette modernité fut construite sur un crime. La loi Taubira de 2001 qualifia ce crime. Le mémorial de Nantes, le mémorial Actes de Guadeloupe, le musée d'Aquitaine de Bordeaux, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage le documentent. Les historiens, Debiens, Régent, Cotias, Dorigny, Dubois, Azarezing, Houdin-Bastide, Pétré-Grenouillot, Niort, Schmitt, le prouvent, source après source, archive après archive. Mais le mémorial le plus éloquent n'est peut-être pas un bâtiment ni un livre. C'est le silence des archives sur les noms des esclaves, le silence des manuels scolaires pendant 2 siècles.
Le silence des façades de Nantes et de Bordeaux qui ne disent rien de l'origine de leur beauté. Le silence de la France quand l'ONU demande des réparations. Le silence, toujours le silence, autour d'un crime que la prospérité a recouvert comme le sucre recouvre l'amertume. En 1789, dans un salon parisien du faubourg Saint-Honoré, une femme versa 2 morceaux de sucre dans sa tasse de café. Elle ne savait pas, ou elle ne voulait pas savoir, que ces 2 morceaux blancs venaient de Saint-Domingue, qu'ils avaient été coupés dans un champ par un esclave bossal dont la peau portait la marque au fer de son maître, broyés dans un moulin où un autre esclave avait perdu sa main, cuit dans une chaudière, surveillé par un homme qui s'évanouirait de chaleur avant la fin de la nuit, chargé dans un tonneau par un 3e esclave, dont le dos portait les cicatrices du fouet du commandeur, transporté jusqu'au port du Cap Français, embarqué sur un navire qui revenait de la côte d'Afrique avec du sang séché dans les chaînes de sa cale, déchargé à Nantes ou à Bordeaux dans un entrepôt appartenant à un armateur dont l'hôtel particulier avait des mascarons de pierre au balcon, raffinés dans une sucrerie métropolitaine, et enfin disposé dans un sucrier d'argent sur une nappe blanche, dans un salon où l'on discutait des droits de l'homme. Le sucre a fait la France riche, les esclaves ont fait le sucre, et les archives, elles, ont tout gardé.